pour vous, René Louis, que le miracle? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par miracle? Où se situe le miracle? Comment l'identifier, le miracle? Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce sujet, forcément? J'en ai beaucoup, mais c'est long et compliqué. Oui, mais d'accord, mais enfin, alors vous voulez que je vous donne des pistes, des discussions bien sûr. Alors, bon, par exemple, est-ce que le miracle, c'est quelque chose qui va à l'encontre des lois naturelles? Ou est-ce que le miracle, c'est des lois, mais qui sont des lois plus ou moins subconscientes, si on veut? Évidemment. Et, le miracle, il est à côté des lois naturelles, il est à côté. Mais il n'est pas contre. Il ne va pas à l'encontre. Voilà. Donc il faut le réintégrer dans les lois naturelles. Oui. Il y a tout un travail à faire. Donc le miracle, c'est pas simplement guérir quelqu'un ou traverser la mer Rouge à pied. Jésus a guéri les gens. Comment? Jésus a fait des miracles. Jésus a fait des miracles. Oui. Mais justement, la question de savoir, c'est est-ce que les miracles de Jésus... Le prophète en a fait des miracles. Le Coran, c'est un miracle. Alors, le Coran est un miracle. Ah. Pour moi. Tout à l'heure, moi par exemple, tout à l'heure j'ai... Très important. Non mais les miracles de Jésus, ils rentrent pas tellement dans la discussion qu'on a actuellement. C'est différent. Parce que c'est des miracles... Qui ont été faits par quelqu'un. Non, mais qui sont des miracles qui sont... Qui ne vont pas qui sont pas de l'ordre de la nature. Ils sont des miracles surnaturels, si on peut dire. Moi, je dis qu'il y a les miracles surnaturels et il y a les miracles subconscients. C'est naturel, les ondes naturelles. Non, subconscients. C'est-à-dire, ce sont des lois, dans les lois subconscientes, on a parlé, c'est un ordre subconscient des choses qui joue sur nous, mais on n'a pas d'action sur lui. On n'a pas de prise sur le... c'est la différence. Pour moi, le libéralisme, ce qui fait le mystère du libéralisme, c'est que ce sont des choses qui existent, mais on ne peut pas les modifier, on ne peut pas les transformer. Elles agissent à notre insu. Alors que pour les marxistes, c'est ce qu'on appelle un dirigisme. C'est-à-dire que voilà, on décide que ce sera comme ceci, comme cela, on prend les choses en main. Alors que dans le cas du libéralisme, on pense qu'il y a un ordre providentiel qu'il faut laisser se dérouler tout seul. C'est là l'erreur. C'est là une erreur, mais cette idée est pleinement développée par Adam Smith. Oui. Beaucoup mieux que les économistes néolibéraux postérieurs. Alors la question, c'est justement, c'est que, en fin de compte, j'ai l'impression que toi, tu vois d'un côté les lois civiles, et de l'autre côté les lois de la science, je peux dire. Les lois de la nature. Oui. Mais entre moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il n'y a pas un troisième type de catégorie, une autre catégorie que ces deux-là. Bien sûr. Des lois intermédiaires. Oui, justement, mais en quoi consistent-elles, ces lois intermédiaires? Par exemple, dans les lois, alors dans la science, il y a les sciences physiques et il y a les sciences sociales. Oui. C'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est pas la même chose. Voilà. Donc c'est pas le même registre quelque part. Bon. Et alors tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il y a des lois de la nature. Tout le monde est d'accord pour reconnaître que les hommes peuvent créer leurs propres lois. Mais est-ce qu'il y a des lois qui sont des lois qui concernent des lois qui concernent la société? Il y a Lacan. Il y a Lacan qui a des discours sur la loi, je veux dire, et qui sont des deux côtés. Oui. Mais alors la question est de savoir. On a bouclé un autre aspect, c'est est-ce que le Dieu qui sous-tend la nature, c'est le Dieu qui sous-tend le fonctionnement de la société? Évidemment. C'est le même Dieu. Évidemment. Pourquoi évidemment? Enfin, moi personnellement, je pense que c'est le contraire, justement. Moi, je pense que c'est... Bon, à chacun ses évidences. Oui, non, mais justement, c'est pour ça que je dis... Mais le problème, c'est que ça se discute. Oui, c'est pour ça que je dis... Je suis contre le relativisme. C'est pour ça que je dirais... Je viens de dire à chacun ses existences, mais on va discuter, parce que je suis contre le relativisme. Oui, d'accord, donc... il faut discuter, là. Donc, voilà, on n'est pas dans l'évidemment. Oui, évidemment, voilà. Évidemment, ça pose un problème. Mais... C'est évident pour moi, mais pas pour tout le monde. Entre parenthèses, tu vois. Oui, d'accord.
Donc avec les autres, je discute. Oui, ben, j'espère, oui. Alors, je vais poser le problème autrement, de manière un peu provocatrice. Ah, j'aime. Est-ce que tu crois aux extraterrestres? Est-ce qu'il y a un rapport entre les extraterrestres et la notion de Dieu? Je vais te dire, les objets volants non identifiés sont souvent de couleur verte. Pour moi, c'est la Vierge Marie qui s'habille en vert. J'ai répondu. Non, mais moi, je ne parle pas uniquement des objets volants ou des soucoupes volantes. Je parle aussi de ces dieux qui ont... Parce que dans la Bible, on peut se poser la question de savoir qui sont ces dieux qui ont créé le ciel et la terre, etc. Ce ne sont pas forcément des soucoupes volantes. Ils ont peut-être fait ça dans un passé très ancien, à l'origine de notre humanité, et après, ils ont disparu. Je sais pas. On ne va pas se réduire à la question des... Ces dieux, je vais en chercher dans les mythologies babyloniennes. Oui, Bon, par exemple, oui, bien sûr. oui. Eh bien, ces dieux-là, ces dieux-là, ils ne sont pas, c'est pas eux qui ont créé la nature. Ils ont créé la société. C'est pour ça que je dis, ils n'ont pas créé l'ordre universel du monde, qui est quelque chose d'énorme. On a parlé tout à l'heure de Poucous Première. C'est pas aristotélicien. Ce sont des dieux qui... Moi, alors, il y a une autre question que je voudrais te poser. Qu'est-ce que c'est que les fils de Dieu? Les quoi, les fils de Dieu. Fils de Dieu. Oui. À quoi ça renvoie la notion de fils de Dieu, René Louis? Ben, ça renvoie à la théorie de l'évolution. Oui, mais justement. Donc les fils de Dieu sont nés de l'évolution. Il y a eu une évolution. Oui. Donc, c'est une catégorie inférieure de Dieu, si on peut dire, par rapport au Dieu premier. Ils sont nés ils sont déjà, ce qu'on appelait l'autre jour, je crois, je sais pas si c'est toi qui disais ça, des créatures créatrices. Oui, mais la théorie de l'évolution fonctionne dans les deux sens. Ça peut être un progrès, ça peut être une régression. Oui. Mais nous-mêmes, nous sommes peut-être le résultat de nous sommes la création de ces dieux-là. Ah, bien sûr. Qui auraient élaboré justement ce qu'on appelle tout à l'heure avec le néolibéralisme, les structures de notre société. Bien sûr, la biologie est créatrice. Oui. C'est évident. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a trois niveaux. Il y a les lois naturelles, les lois de la cité, et puis il y a les lois qui sont des lois élaborées par ces fils de Dieu. Il y a au moins 3 niveaux. Bon, restons dans ces 3 niveaux, mais il y a au moins 3 niveaux. On peut en découvrir d'autres, mais je pense que 3 niveaux, c'est bien. Oui, je crois. 3 niveaux, c'est bien. C'est-à-dire que, moi je veux dire, 3 niveaux, ça veut dire il faut absolument récuser le manichéisme, qui n'a que 2 niveaux. Ah, d'accord, tu vois. Alors, une question que je vais te poser, est-ce qu'à ton avis, Jésus peut être assimilé à un fils de Dieu? Bien sûr. Mon Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, mais que Jésus ait utilisé l'expression fils de Dieu, ça c'est entendu. Mais est-ce que c'est justifié, cette expression, le concernant? C'est la question. Parce qu'on vient de dire que les fils de Dieu, ce sont ceux qui ont formaté notre monde. Or, ça n'a pas été le cas de Jésus. Donc moi, je pense qu'on a plaqué une théologie des fils de Dieu, et on l'a plaqué sur un truc qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu en sais qu'ils n'ont pas formaté notre monde, alors que chez Saint-Augustin, il y a le corps mystique de l'Église. Excuse-moi, tu parles... Chez Saint-Augustin, il y a le corps mystique de l'Église. Non, mais ça s'appelle formater le monde. J'ai pas dit contraire, mais Jésus lui-même, il n'a pas fait ça. Non. C'est ça que je suis en train de dire, t'as pas Mais entendu. Saint-Augustin l'a fait. Non, mais il prétend pas être fils de Dieu, Saint-Augustin. Non. Bon. Non. Donc je dis que l'on a associé à tort l'expression fils de Dieu à Jésus, qui est tout au plus, qui est plutôt un juif qui a un charisme, qui a entraîné avec lui un certain nombre de gens, etc. Mais il n'a pas le degré des fils de Dieu. Ah oui, ok. Comment? D'accord. Oui, c'est vrai. T'es d'accord? Ah oui, il est d'accord.
Moi, je suis... Ouais, on va pas dire c'est Dieu, c'est le Verbe aussi, c'est ça, mais c'est Oui, pas, mais justement. c'est pas Dieu, quoi. C'est Voilà, non, mais Jésus, on doit dire. ça. Jésus n'est pas Dieu, ouais, c'est ça. Alors, dans le libéralisme... Il a récupéré cette notion-là, mais elle ne correspond pas à ce qu'il est. C'est le concile de je Nicée en reviens au niveau 325. Ça vient du concile de Nicée en 325. On va revenir. Dans le néolibéralisme, il y a des gens qui vous disent d'accord. Alors, tout dépend de quelle manière. Oui. Il y a une manière qui est typiquement néolibérale, tu es d'accord et on continue. Oui. Et il y a une manière qui est plus ouverte, et on peut dire si vous voulez, bon, alors on peut ne pas vouloir, tu comprends? Au lieu de dire d'accord, on peut dire si tu veux. Oui. Donc on peut vouloir ou ne pas vouloir. Non, mais d'accord, non. Mais le fait est que je trouve que l'expression fils de Dieu est tout à fait inappropriée et empruntée. Parce que moi, je travaille beaucoup sur les emprunts. Elle a été empruntée à des concepts théologiques qui ne correspondent pas à ce qu'on sait de Jésus. Tout à fait. Tout à fait. Parce que Jésus, c'est un bâtisseur. Il a créé. C'est comme Mélenchon, comme Macron, c'est veut dire. Ce sont des gens qui ont su rassembler. Et lui-même, il dit. Pierre, je construirai mon église. Voilà, il construit une église. L'église, c'est un lieu de rassemblement. Voilà. C'est ça qui fait son mérite, mais il n'est pas le seul. Jésus n'est pas. La question que je te pose maintenant, est-ce que Jésus est seul dans son cas? Non. Voilà. Il y a beaucoup de Jésus, il y a beaucoup de leaders dans l'histoire de l'humanité. Et lui, il n'en est jamais qu'un seul parmi d'autres. Depuis Moïse, tout ça, il y a beaucoup de prophètes. Moïse, tout ça, il y a beaucoup de monde. Non, mais je ne sais pas si le mot prophète, c'est un mot qui est assez obscur. Mais par contre, celui qui est baptiste, Moïse, alors le problème de Moïse, on en a parlé hier avec Valentin. Ah, je ne savais pas. Comment? Je ne savais pas. Le problème de Moïse, c'est intéressant. Parce que Moïse est l'exemple même d'un guide, mais on ne sait pas s'il a existé. Bien sûr qu'il a existé. Non, attendez, excusez-moi, on va se calmer. On peut très bien élaborer des mythes, des histoires, en partant, en plaquant en illustrant ces histoires avec des schémas qui sont abstraits. C'est-à-dire que Moïse, il incarne bien le leader, mais ça ne veut pas dire qu'il a existé en tant que tel. C'est peut-être quelqu'un qu'on a inventé. On l'a inventé en lui donnant les caractéristiques d'un leader. Moi, Et ils étaient deux. Moïse et Aaron. Oui. C'est quelqu'un qui a existé, oui. C'est quelqu'un qui a existé. Pourquoi il aurait existé? Non. Ouais, On lui a donné, de même qu'à Jésus, on lui a donné certains traits qui correspondaient à des schémas philosophiques, théologiques, et on les a plaqués sur Jésus. Pour Moïse aussi, on voit bien que c'est quelqu'un qui représente par excellence le chef, le leader, etc., qui d'ailleurs, curieusement, n'appartient pas au peuple juif. Parce que quand vous lisez... Comment? Il savait pas, il sait pas. Oui, parce que quand vous lisez le livre de l'Exode au troisième chapitre, Dieu dit, va vers ce peuple. Il dit pas, va vers ton peuple. Ah oui, l'inverse, c'est pas. Il est, différent. comment? C'est pas, oui, c'est ton peuple, c'est pas la même chose. Ah non, va vers ce peuple, c'est-à-dire c'est pas ton peuple à toi. Ah oui, voilà, il ne dit pas, tu vas vers ton peuple. Il va vers ce peuple. Voilà. Et le leader, c'est souvent quelqu'un qui est missionné pour aller vers un peuple qui n'est pas le sien. C'est tout le problème du statut du leader. J'entendais une émission tout à l'heure, l'autre jour là-dessus. Par exemple, Léon Blum, par exemple, il n'appartenait pas du tout à la classe populaire. Non? C'était un grand bourgeois, etc. Donc, voyez-vous, donc c'est curieux que des peuples se donnent des chefs qui sont atypiques par rapport à leur population de base. Là, il y a un problème. Comment? Tu vois, il y a un problème, c'est bizarre quand même. Non, c'est pas bizarre, ça fait partie de ces lois. Moi, je dirais presque que c'est des lois fondamentales. Les leaders sont là pour guider les masses. Bon, nul n'est prophète en son pays. Quoi? Là, quand il y a Mélenchon, on va arriver Mélenchon. Qu'est-ce qu'on pense Mélenchon? C'est un leader, Mélenchon. Bien sûr. Nous avons actuellement, on en parlait avec Mayambo tout à l'heure, nous avons actuellement la chance de voir émerger des leaders qu'on n'en avait pas vu depuis longtemps. Non, il n'y a pas de politique, Et en même temps. Minimum, il n'y a pas de politique, même à gauche, là. Il n'y a pas de politique à gauche minimum. Oui. Non, mais ce sont des gens qui sont capables de... Alors justement, on a discuté avec notre ami Valentin l'autre jour. Alors il faisait comme objection que les moutons aussi, ils se rassemblent. Ah oui, c'est vrai.
Un groupe de moutons, ils ont un chef quand même. Mais justement, quelle est la différence? Le leader, il rassemble pas des gens qui sont déjà rassemblés. Ah non? Il rassemble des gens qui sont différents. C'est ce qu'a fait Mélenchon. Mais justement, c'est pour ça que je vous dis, il y a le vrai leader, c'est lui qui est capable de rassembler des gens qui sont complètement décalés les uns par rapport aux autres. Celui qui rassemble des gens qui sont identiques, c'est un petit leader de rien du tout. C'est ce qu'a fait Mélenchon et Bayrou, c'est ce qu'ils ont fait. Mélenchon et Bayrou. Ah oui, vous connaissez Bayrou? Et Bayrou. Il n'arrête pas de parler de Bayrou, mais c'est un leader écologiste, je sais pas. Fédération des Verts. Oui, enfin bon. Ça veut dire que c'est les rassemblants, c'est des leaders. On connaît pas. Il aurait été un coup de force quand même. Moi, je connais pas, et si on m'explique, je comprendrais, mais ça va être long. Non, mais bon. De toute façon, non, mais de toute façon, on est d'accord. C'est le leader aussi, Le Pen. De toute façon, on est d'accord. Non, Bonne question. non, justement, on en a parlé tout à l'heure. On a dit Marine Le Pen, c'est une héritière. Elle s'est pas rassemblée et elle récupère un héritage. D'accord. C'est héritière. Alors que Mélenchon, c'est pas du tout le cas et Macron non plus. Donc, mais c'est extraordinaire. On n'avait pas eu ça depuis Mitterrand, depuis 60, depuis 40 ans, depuis 50 ans, on n'avait pas eu ça. J'ai jamais vu ça dans l'histoire. Je connais Mitterrand. J'ai jamais vu ça dans l'histoire. 71, 72. Non, on n'a jamais vu ça. Comment? Dans l'histoire, on n'a jamais vu ça. Oh là, si, on a vu ça beaucoup. Oui. Ouais, mais pas. Napoléon. Politique, avec des gens qui sont quand même différents, qui ont des idées différentes sur certains points, voilà. On a vu ça avec Napoléon. Les deux, Napoléon, les deux. Oui, il y a trois Napoléon. Paul deuxième, donc le deuxième. Non, mais Les glons. Napoléon Ier, Napoléon III, d'accord. Napoléon le Grand et Napoléon le Petit. Le neveu. Non, il y a Napoléon le Grand et Napoléon le Petit. Non, mais c'était On a vu ça avec les deux Napoléons. On va aller voir à Fontainebleau, hein. Les ancêtres sont toujours à Fontainebleau, ouais. Au château de Fontainebleau, il faut aller voir. Alors, dans le cas de Napoléon, il y a une dégénérescence. Entre Il y a Napoléon le Grand et Napoléon le Petit. Bon. En fait, il y a un Napoléon qui se présente sur les élections. Peut-être. Il y en a. Ne sortons pas du sujet. Dans beaucoup de domaines, c'est comme ça. Dans le domaine de la vie, du commerce, de la science, etc., il y a des gens qui arrivent à entraîner derrière eux des gens très différents. Et c'est pour ça que ils sont capables de concilier et de rassembler des personnes, de faire consensus. Mais c'est pas un consensus qui est déjà établi dès le départ. Ils créent eux-mêmes la dynamique du consensus. Il faut un groupe, oui, c'est ça. Oui. Donc là, nous sommes vraiment dans une époque idéale pour comprendre les périodes anciennes, parce que il s'est passé des choses comparables autrefois. Et même le Parti socialiste, au départ, il est aussi né de quelques leaders. Après, il s'est perpétué, mais au départ, il y a toujours un chef qui... L'histoire, elle se répète, mais pas l'histoire, elle se répète, mais pas de la même façon. Si on prend l'histoire de justement, France, pour moi, c'est la sociologie. Pour moi, la sociologie, c'est quelque chose qui couvre la totalité de l'humanité. Il y a toujours les mécanismes sociaux ne bougent pas, finalement, d'une période à une autre. non, mais si on prend la France, on a la succession de grands rois qui font la France et d'autres qui la défont. Et c'est un cycle. Oui. C'est un cycle. Oui, qui est, par exemple, savoir réunir, oui, effectivement, rassembler des provinces dispersées, etc. Mais oui, on pourrait parler aussi de la question du colonialisme aussi. Évidemment. Le colonialisme, la France a été... Alors, donc on pourrait parler aussi du colonialisme et de ses effets et de ses conséquences. Alors, la France on en parlait, je crois que c'était je sais pas avec qui on parlait de ça, pour la diversité, la diversité. Est-ce que toi tu es pour une certaine forme de communautarisme, René Louis? Je n'ai pas à prendre position. Il existe le communautarisme. Oui. Donc, qu'est-ce que être pour ou contre, c'est un peu ridicule. Il existe. Oui, alors, oui, il peut exister différemment. Donc, il peut exister différemment, et le législateur a son mot à dire sur comment fonctionne exactement. le communautarisme, mais il existe. Non, mais c'est des choses dont on ne peut pas. Oui. Justement, c'est des choses là-bas, Mélenchon a pas de stigmatisation, il avait laissé les musulmans. On ne parle pas de communautarisme, c'est ça qu'il a. D'accord, on ne parle pas de ça, Mélenchon. Non, mais on n'emploie pas le communautarisme dans un sens négatif, là. Et Macron, qui
quand même très intelligent. Mais Mélenchon défend toutes les minorités. Je termine. Macron, qui est très intelligent, a fait une loi sur le séparatisme. Eh oui. Bon, Non, mais même, justement, on va l'annuler, la loi. même si dans sa loi il est question du communautarisme, Ouais. la loi est contre le séparatisme. Mais Mélenchon, il a dit l'abrogation de Ça cette dépend loi. ce qu'on entend par séparatisme. Non, attends. Dans le de Mélenchon, il y a l'abrogation de cette loi. Évidemment, évidemment. Il faut l'abroger, bien sûr. Ouais. Oui. On n'a pas besoin de loi sur le séparatisme ou sur le communautarisme. Mais le séparatisme, le problème du Par contre, séparatisme. les PS qui n'étaient pas d'accord là-dessus, ceux qui du PS, faut qu'il y en a deux qui ont quitté le parti, tout ça, qui n'étaient pas d'accord là-dessus. Moi, je m'intéresse beaucoup à la question de l'espace. De quoi de L'espace. l'espace, oui. C'est pas ça, important. Ah oui, l'espace, pas l'espace C'est spatial. l'espace franc, oui. Mais non, je veux dire que, par exemple, lorsque la France avait ses positions en Afrique, elle avait un grand espace. Il pouvait très bien avoir d'un côté de la Méditerranée certaines populations et de l'autre côté une autre population. Oui. Vous pouvez donc ça permettait de gérer une grande diversité de populations parce qu'il y avait un grand espace. Ça y est toujours. À partir du moment où l'espace se restreint, se réduit, ça devient compliqué. Hein? Donc, ce qui était supportable dans un grand espace, c'est comme si vous avez un grand appartement et un petit appartement. Dans un grand espace de vie, on peut avoir des gens très différents, mais quand c'est très restreint, les gens c'est la promiscuité, les gens sont les uns sur les autres. Et c'est le drame de la France, d'être une ancienne puissance coloniale. Mais normalement, elle aurait dû laisser les populations qui appartenaient à l'espace d'outre-mer là où elles étaient. Elle n'aurait pas dû leur permettre. De Gaulle avait fait, De Gaulle, au départ, l'indépendance au outre-mer, De Gaulle. Mais De Gaulle, il voulait ça. De Gaulle, il a dit, je veux l'indépendance de l'Algérie parce que j'ai pas envie que les Algériens viennent en France. Mais il a raté de ce côté-là. Mais c'est la même chose avec Comment? L'histoire de Mayotte aussi. Non, mais je veux dire que la question, c'est quand on n'a pas beaucoup de... Alors, par exemple, la France a quand même un certain espace. Est-ce que vous accepteriez, par exemple, de dire que, par exemple, dans certaines villes, on vit d'une certaine manière et dans d'autres villes d'une autre manière, par exemple? Évidemment, mais c'est déjà le cas. Oui, non, mais ce n'est pas dit clairement. C'est déjà le cas. Les regards, elle fait une loi, regarde quand il a dit toujours aux Roms de travailler, parce qu'il pensait qu'il retournerait chez eux, qu'il ne resterait pas là, il a fait un retour. Un jour, la loi de Michel Rocard, ça leur a interdit de travailler. Par exemple, au XVIe siècle, il y avait des villes qui étaient réservées aux protestants, quasiment. Eh oui. Après, Henri IV a pris. Ils avaient le droit de faire leur culte dans certaines villes et pas dans d'autres. Ah ouais. Et on pourrait dire aussi que les immigrés, on peut leur dire, voilà, vous restez à tel endroit, mais vous ne pouvez pas aller n'importe où. Henri IV, c'était avant ou après Henri IV? Quoi? Henri IV, c'était avant. Avant qui? Quand il a fait le dit de Nantes, c'était avant ou après Louis VIII? Ah, c'est après. L'édit de Nantes, non, alors, oui, vous avez raison. Non, vous avez raison. C'est l'application de l'édit de Nantes qui prévoyait des places réservées aux protestants. Mais ça a été aboli. Vous savez quand ça a été aboli l'édit de Nantes? Il y a eu une inquisition après. Non, non. Non, l'édit de Nantes, c'est 1600. 1598. Il y a eu les dates. 1798 à peu près, je veux dire, bon. 1898. Il a été abrogé. Par Louvois. En quelle année? C'était C'était après Colbert. Colbert n'aurait pas fait ça. En 85. En 85, c'est Louvois qui a fait le coup. Et le roi qui lui C'est l'édit de Je Fontainebleau. dis, c'est Louvois qui a fait le coup. Colbert n'aurait jamais fait ça. C'est le roi qui est venu après, Henri IV. Non, non, attendez. Non, c'est Louis XIV qui a aboli par ses ministres l'édit de Nantes. Ah, je ne savais pas. Oui. Et à partir de ce moment-là, les protestants n'avaient plus le droit de rester dans le royaume. Soit ils devaient se convertir, soit ils ont émigré. Ils ont beaucoup émigré d'ailleurs. Il y a beaucoup de Français qui sont venus vivre en Hollande, en Allemagne. Ça a d'ailleurs affaibli la France. Il y a beaucoup de vassals, les guerres de religion, les vassals, tout ça, il y avait beaucoup. Non, mais ça c'était avant l'édit de Nantes. Ah, ouais. Mais entre 1600 et 1885, il y avait une sorte de cohabitation avec les protestants pouvaient vivre près à leur façon, etc. Et puis il y en a qui sont restés et qui exerçaient leur culte semi-clandestinement, je veux dire. On le savait. Non, pas avant 1685, c'était pas clandestin. Oui, après c'était clandestin. Après, oui. Il y a eu des dragonnades, etc. Oui, mais c'était clandestin, mais un clandestin toléré, je veux dire. Bon, c'était pas. On les emmerdait pas trop. Par contre, les Juifs, par exemple, on leur a interdit de vivre dans le royaume pendant des siècles. Entre 1400 et la Révolution, pendant
pendant 400 ans. Jusqu'à Napoléon, quoi. C'est Napoléon qui a redonné les droits aux Juifs. C'est Louis XVI le premier qui a donné des droits. Oui, c'est ça, voilà, vous avez raison. C'est Louis XVI le premier. Oui. Vous avez raison, c'est même, c'est les décrets d'émancipation, c'est sous le règne de Louis XVI. Et avant la Révolution, Oui. Napoléon, c'était après. Napoléon, c'était plus tard. Oui. Mais effectivement, Louis XVI avait accepté. Mais de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre dans le cas des Juifs, c'est qu'ils étaient déjà en France. Ce n'étaient pas des immigrés. Oui. Simplement, ils n'avaient pas le statut de citoyen. Mais ils étaient déjà complètement immergés dans la société française. Oui. Souvent, on fait la confusion. Les gens croient que l'émancipation, c'est une immigration. Non, c'est pas une immigration. C'est simplement le rétablissement d'une situation d'égalité C'est pareil juridique. pour les musulmans. Comment? C'est pareil pour les musulmans. Non, parce que dans le cas des musulmans, non, je viens de dire le contraire. Les Juifs, Ah non, le pas contraire, parce qu'il y a eu l'émirat de Cordoue, tout ça. Mais il y a eu la déclaration de Mirabeau. Le sud de la France était musulman à l'époque. attendez, on va revenir là-dessus. Attendez. Il y a eu la déclaration de Mirabeau. Aux Juifs, en tant que peuple, nous ne donnons rien. Non. Aux Juifs, en tant qu'individus, nous donnons tout. C'est Clermont-Tonnerre qui a dit ça. Bon, c'est Montonnerre. C'est pas Mirabeau. C'est un autre. Bon, si c'est pas Mirabeau, c'est un autre. Non, mais c'est pas vrai. Oui, d'accord. Alors vous disiez, machin. C'est Clermont-Tonnerre. Oui, Clermont-Tonnerre. Est-ce qu'il a été guillotiné par la suite? Comment? Est-ce qu'il a été guillotiné par la suite? Je sais plus. Il y a le gomme musulman, il y a l'émirat de Cordoue, il y a duré plus de 200 ans, les musulmans dans le sud de la France. Non, mais Il y a la gomme musulmane, enfin bref. non, mais à l'époque de la Révolution française, il y avait très peu de musulmans en France, dans le royaume. Hein. Donc, Ouais, mais la sud de la France, c'est sûr. non, mais même dans le sud de la France. La sud, c'est quelle date? C'est en 700, c'était plus tôt. Il y avait des grands Turcs. Les musulmans, l'émirat de Cordoue et tout ça, Comment c'est ancien dans l'histoire, l'émirat de Cordoue et tout ça. Non, mais c'est pas du tout. Mais c'est pas la route de France. Il y avait le Non, grand Turc qui était On pourrait parler Le aussi sud de la France, c'est de 700. Non, mais attends, le sud de la France était gouverné par l'émirat de Cordoue. C'était pas l'émirat. Le sud de la France n'était pas gouverné par le roi de France. À une certaine époque. À une certaine époque. C'est l'émirat de Cordoue et après il y a eu le Concinet là. C'est resté 200 ans. Oui, mais c'est beaucoup plus ancien. C'est dans les années 700-800. C'est pas. 700. 732, c'est la fameuse victoire de Poitiers. Après la bataille de Les Poitiers. musulmans, 732, ouais, 732. Après la bataille de Poitiers, les musulmans se sont repliés, mais progressivement, je veux dire. Avant que Charlemagne envahisse le. Il y avait des musulmans qui fonctionnaient dans le sud de la France. Oui. Ça a été jusqu'à 900. Et puis après, ils ont été refoulés par Charlemagne. Ils m'ont dit, mais c'est compliqué tout ça. Non, mais ça a été resté jusqu'en 900, les musulmans. Dans le sud de la France, jusqu'en. Il y avait les Sarrasins. Alors, il y a D'après eu- les historiens. il y a La eu- chanson de Roland. Il y a eu aussi les Sarrasins, je veux dire. Bon, mais ça, c'est pas au même endroit. Il y avait les Maures et les Sarrasins. À l'époque, il y avait les Maures et les Sarrasins. Les Maures étaient berbères, les Sarrasins étaient arabes. Ouais, mais c'était viré d'Espagne, c'est la reine était virée d'Espagne, c'est ça. Oui, non, mais étudie l'histoire avec les historiens arabes ou. N'importe lesquels, c'est pareil. Comment? C'est la même chose, hein.